Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux ? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure ? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barrault, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra : vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'adore. On va parler de marketing, mais de content marketing plus précisément. Et pour ça, je suis aujourd'hui accompagné d'Alexis Chevalier. Salut Alexis. Salut Pierre. Alors Alexis, tu es Chief Marketing Officer. Déjà, ça claque, d'une boîte qui s'appelle You Love Words. On va parler effectivement de mots à un moment ou à un autre. Et pourquoi c'est particulièrement intéressant, c'est que aujourd'hui, faire du marketing, faire de la communication, ça passe effectivement par de la création de contenu à tous les sens du terme. Et on va pouvoir explorer ces sujets avec toi. Est-ce que en quelques mots, Alexis, tu veux bien te présenter? Yes, super. Bon, en tout cas, déjà ravi d'être ton invité, Pierre. Je pense qu'effectivement, on a beaucoup de choses à se dire sur un sujet qui est effectivement très vaste, le content marketing et le marketing aussi dans son ensemble. Mais comme tu l'as rappelé, et c'est important pour moi, c'est que les mots finalement se retrouvent absolument partout. Et même si aujourd'hui on est dans une consommation, dans des habitudes de consommation. Alors là, tu vois, on est en train d'enregistrer un podcast. Ouais. Donc on n'a pas forcément de prime abord penser aux mots, sauf qu'au final les mots sont l'essence de tout, et même dans la consommation de vidéos, de production de vidéos. Aujourd'hui, la vidéo, c'est tout le monde le dit, vidéo first, etc. Ouais. Mais finalement, on en revient toujours au même constat, c'est que les mots sont le fondement d'absolument toute communication d'une marque ou d'une personne, quoi. Donc moi, c'est un sujet effectivement qui m'est cher. Mais voilà, je m'étale pas trop sur le sujet puisqu'on a bien de temps après d'approfondir. Donc moi, pour me présenter, tu l'as dit, je suis Alexis, Chief Marketing Officer de You Love Words. Alors pour ceux qui ont pas l'habitude de ces termes-là, on peut aussi dire que je suis directeur marketing. Ça me convient très bien. Ça passe. Ça me va très bien. Écoute, y a pas de souci. Non, pour me présenter, donc oui, je suis chez You Love Words, donc qui est une solution de content marketing, le leader de content marketing en France. Donc nous, ce qu'on fait très succinctement, puisque l'idée c'est pas non plus de trop mettre en avant You Love Words, mais on est une solution donc de content marketing à destination des marques. Nous, en fait, on aide les entreprises à mieux communiquer. On les aide à concevoir et à penser leur stratégie de contenu, leur stratégie éditoriale, et également à produire tous leurs contenus digitaux. Alors c'est là où c'est intéressant. Tu parlais de mots, on s'appelle You Love Words. Pendant quelques temps, on s'est posé la question de dire, alors c'est intéressant parce qu'au début on a commencé sur l'édito, donc ça faisait sens, on va dire. Et après on s'est petit à petit en fait élargi à d'autres formes de contenu, donc l'audio, la vidéo. Mais finalement on s'est dit que voilà, les mots, ça reste toujours finalement l'essence de tout contenu, quoi. Donc aujourd'hui, You Love Words produit tout type de contenu digitaux, mais effectivement on a un fort prisme édito dans notre ADN, quoi. Et donc voilà, donc moi je suis directeur marketing du coup de cette entreprise depuis maintenant, j'y suis depuis 3 ans, et voilà, et ça se passe super bien. Ça a été quoi ton chemin pour arriver jusque là?
Alors écoute, j'ai eu un chemin, je pense finalement assez classique, on va dire, même si au tout départ, j'avais pas forcément prévu Personne n'a rien prévu. Non, mais on va dire que rien n'était prémédité dans le sens où moi j'ai un parcours assez classique. Après mon bac, j'ai fait une première année de droit parce que je me suis dit, un peu comme tout le monde, bon, je sais pas quoi faire. Je vais faire du droit. Du droit. Pour être honnête, mes potes étaient en droit aussi, donc je me suis dit, allons-y, pourquoi pas. Ça a l'air d'être une profession somme toute assez intéressante. Sauf que au bout de 3 mois, je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. C'est dur, c'est très très dur, hein, les études de droit et la première année, c'est un carnage. Hein. Ah mais complètement, et je suis très admiratif de ceux qui vont au bout de ce cursus-là, parce que franchement, c'est énormément de travail, mais qui est très aussi théorique. Et moi, je pense que j'avais beaucoup besoin de pratique et de concret, quoi. Le droit, je trouvais ça vraiment trop scolaire, on va dire, quoi. Donc en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas vraiment, et je me suis dirigé vers la communication, la formation, le marketing. D'accord. Avec une licence dans la formation et la communication, pour après faire un master en marketing. Et suite à ça, en fait, écoute, je savais pas vraiment encore ce que je voulais faire. Voilà. Alors, donc, juste pour la petite histoire, ton master, tu l'as fait à Audencia, hein, quand même. Exactement. C'est une bonne référence, hein, dans l'absolu. Oui. Alors, bon, ça l'est, mais à l'époque, c'était pas encore Audencia, c'était Sciencescom, qui était l'école marketing. Okay. Voilà. L'école marketing de Nantes, qui a été après rachetée par Audencia. Donc, pour moi, c'est tout bénef parce que maintenant, je peux bénéficier du coup de la notoriété d'Audencia sans y avoir été. Donc, sans m'étaler là-dessus, au moins, voilà, je peux avoir ça sur mon CV. Je comprends. C'est quand même très sympa. Mais voilà, en fait, donc, suite à ce master-là, je savais vraiment pas vers quoi m'orienter. Et il s'est avéré qu'en soirée avec quelques camarades justement de Sciencescom, j'ai une amie qui me dit, écoute, je travaille dans une start-up, là on est en train de recruter, je pense que ça pourrait te correspondre, envoie-moi ton CV et puis on voit ce que ça peut donner, quoi. Et puis finalement j'ai passé un premier entretien, puis un deuxième, puis 5 autres, puisque le process était assez complet. C'était pour iAdvise, donc qui est une start-up nantaise, leader de la relation client en ligne. D'accord. Qui est maintenant une entreprise qui compte à peu près 300 collaborateurs. On peut plus vraiment les considérer comme une start-up, mais en fait ça a été ma première expérience en tant que content manager. Et donc en fait dès le début de ma carrière, j'ai mis en fait les pieds en plein dans le content marketing, quoi. Alors ça fait quoi un content manager? Alors écoute, en fait ce qui est intéressant, c'était il y a déjà à peu près 7 ans, quoi. Et il y a 7 ans, le content marketing n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. En tout cas en France. Attends, tiens, Alexis, on va repédaler. Est-ce que tu peux nous définir le content marketing? Bien sûr. C'est un exercice pas facile, mais voilà. Ouais, tout à fait. Alors le content marketing, c'est une stratégie déjà. Donc c'est une stratégie de long terme, hyper important de le préciser. Oui. On n'est pas sur des actions one shot, on est vraiment sur une stratégie de long terme qui a pour objectif en fait de produire et diffuser du contenu à valeur ajoutée, pour éduquer, divertir, informer son audience, quoi. Voilà. D'accord. C'est aussi simple que ça. C'est donc déjà produire compliqué, diffuser bon ça va, contenu à valeur ajoutée j'entends, donc et tu m'as dit pour divertir ou informer. Divertir, éduquer, informer ses audiences. Divertir, je note pendant ce temps-là, tu vois, j'ai pris mon papier, divertir, informer, éduquer. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, tout à fait. Ça veut dire que quand on est content manager, comme tu l'es, tu dois avoir énormément de cordes à ton arc, en fait. Ouais, alors en fait, moi, en tant que content manager, au tout départ, mon rôle était vraiment de rédiger, de créer ce contenu-là. D'accord. Et on va dire que j'étais particulièrement sur de la création de contenu pour le blog de l'entreprise, de contenu aussi un peu plus premium,
de type livre blanc, études de cas, emailing. Donc on est vraiment là sur une partie très édito, où il fallait en fait mettre en avant les intérêts pour le coup de la relation client en ligne. Mais en tout cas, le content marketing, c'est ça, hein, c'est aussi raconter une histoire, expliquer en quoi est-ce que l'entreprise, le service, le produit que vous vendez peut être utile pour votre cible, pour vos audiences, quoi. Alors, j'ai il y a une remarque qui me vient et une question. La première remarque, c'est que toi, le projet Voltaire, c'est les doigts dans le nez. C'est-à-dire que tu dois bien écrire et plutôt sans faute, alors, c'est ça ? Bah oui, c'est hyper important. Alors j'espère que tu vas pas me sortir le projet Voltaire tout de suite là et que je vais me retrouver avec un devoir sur table, mais mais oui, non, c'est hyper important. Non, mais pour les étudiants qui nous écoutent, y a rien qui tue plus que ne pas savoir accorder le participe passé. Ouais, non, mais ça me fait aussi beaucoup de mal quand je vois des fautes d'accord. Mais après, voilà, je rassure tout le monde. Moi, j'en fais encore. Tout le monde en fait toujours, mais de moins en moins, bien sûr. Et c'est quoi ? T'as un process pour éviter ça, justement ? Ça, c'est un. Alors, parce que moi j'en fais aussi, et donc à part me relire 20 fois, et encore des fois il y en a qui passent au travers. Non, alors je dirais pas que j'ai un process, je dirais que j'ai plutôt une déformation professionnelle, parce que maintenant après 7-8 ans à travailler dans le contenu, autant te dire que je vois tout. Et je laisse plus rien passer, et mes collaborateurs me disent que j'ai des yeux bioniques, parce que je suis capable de voir 2 doubles espaces, par exemple, tu vois, un double espace. Ah ouais. Et ça me rend fou. Je peux. Le psychopathe du double espace. Ouais, un petit peu. Non, mais c'est juste que voilà, au fur et à mesure. En fait, je pense que c'est la pratique qui fait qu'on arrive à être être meilleur, quoi. Donc il faut lire, il faut écrire le plus possible pour qu'ensuite ça devienne en fait comme moi un peu un automatisme, quoi. Alors la question qui me venait et qui est aussi valide pour You Love Words, qui est finalement est-ce que c'est pas quelqu'un de l'entreprise qui peut le mieux écrire sur l'entreprise? Donc comment on peut se garantir que tu vois une boîte de com puisse finalement retranscrire la substantifique moelle de ce que je suis, comment elle peut vivre mon ADN alors que ce n'est pas moi. Ouais, tout à fait, c'est très bien dit. Et moi, j'ai pour habitude aussi souvent de dire que le content marketing, effectivement, c'est des process, c'est une méthodologie, mais c'est aussi savoir raconter, quoi. Et je pense qu'effectivement, comme tu le dis, les meilleures personnes pour en parler sont souvent celles qui sont dans l'entreprise, et vous pouvez aujourd'hui faire du content marketing, du contenu, tout simplement en allant interviewer telle ou telle personne dans l'entreprise. Je pense que tout le monde a son mot à dire, et en fait tu n'as pas besoin d'être justement directeur marketing ou ce que tu veux pour en fait être légitime dans le fait de prendre la parole et d'être capable de cette substantique moelle. Je pense que tout le monde peut en fait finalement prendre la parole, et le content marketing c'est parfois aussi simple que ça. C'est juste en fait être capable de raconter une histoire, quoi. Et pour ça on n'a pas besoin d'avoir un cursus incroyable, quoi. Ok, donc ça c'est tu commences ta carrière chez iAdvise, et derrière tu bouges. Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai passé 6 mois chez iAdvise. Donc, c'était à Nantes. Moi, tous mes potes commençaient aussi à aller sur Paris. Ouais. C'était un CDD puisque c'était une création de poste. Leur objectif, c'était de valider un peu le profil pour ce poste-là. Et à l'issue de mon expérience qui était vraiment top, eux, ils recherchaient plutôt quelqu'un avec un profil journaliste, pour justement, tu vois, pouvoir creuser sur des sujets, etc., interviewer des clients. Ce qui n'était pas, pour le coup, mon cas. Moi, j'avais vraiment plutôt un profil marketing, quoi. Donc, à l'issue de cette première expérience vraiment super, là, je me suis rendu compte que le monde de la startup, c'était clairement ce qui m'intéressait. Moi, j'ai jamais été très fan de l'autorité, notamment. Ouais. J'ai une partie de ma famille qui est dans l'armée, et ça, donc voilà. tu te construis à contrario.
Et voilà, exactement, à l'opposé de ça. J'avais tenté quand même, après mon bac, de me dire pourquoi pas. Puis finalement, non. En fait, non. En fait, non, pas du tout. Et en fait, je pense que ce modèle justement de la startup et du management bienveillant, etc. Le fait d'avoir des responsabilités, tout ça, c'est quelque chose qui me correspond. La notion de risque, ça te fait pas peur? Au contraire, moi je pense que j'avais besoin de ça. Ce qui pouvait peut-être d'ailleurs justement m'attirer dans cette potentielle carrière de militaire, quoi. C'est ce côté effectivement risque, danger, aventure. Ouais, l'aventure, et puis la startup, c'est aussi ça, c'est une aventure, quoi. Clairement. Donc oui, pour en revenir à mon parcours, donc à l'issue de cette première expérience, j'ai été embauché chez Cameloon, qui est pareil là aussi du coup une startup dans la tech, qui est spécialisée dans l'A/B testing et la personnalisation web. Donc là, on était sur des sujets un peu plus technologique, mais tout aussi intéressant. Et là, en fait, j'y suis resté 3 ans et demi, et je suis arrivé, j'étais la première ressource au marketing. Et donc, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est un peu de tout faire, quoi, dès le départ, parce que en fait, il n'existe pas grand-chose au début quand tu arrives dans une startup où il y a une dizaine d'employés. Et donc, de monter un peu tout le projet, toute la stratégie, de créer les premiers contenus. Et petit à petit, voilà, je me suis spécialisé aussi un peu plus sur la partie acquisition, diffusion, campagne payante sur plusieurs pays. Voilà, donc ça c'était hyper intéressant aussi. Il y a un super épisode de La Colle qui s'appelle Test and Learn, ça doit être l'épisode de 41, justement sur les notions d'A/B testing et autres joyeusetés de ce type-là. Ok, donc ça c'est chez Cameloon. Exactement. Et donc tu déploies tes ailes là-bas alors finalement. Oui, tout à fait. Alors, un caméléon n'a pas d'ailes, mais voilà, je déploie mes ailes là-bas. Je ne pouvais pas dire que tu allais tirer la langue, c'était malvenu. C'est vrai. Mais voilà, donc super expérience. Après, donc ces 3 ans et demi, j'ai eu envie aussi un peu de changer de ce monde de la tech dans lequel j'étais depuis 4 ans et demi, 5 ans, pour me rapprocher de quelque chose d'un peu plus créatif. Et c'est là où du coup je suis tombé sur cette offre de Yellow Words, qui était une offre d'inbound marketing manager. Alors encore des termes. Vas-y, explique-toi. Alors c'est très simple, encore une fois, tout est très simple. L'inbound marketing, si vous voulez, ça va être un peu ce qui va envelopper le content marketing. Il y a une citation de Joe Chernoff, qui est un mec de chez HubSpot, qui est une solution là pour le coup justement d'inbound marketing. C'est HubSpot qui a théorisé ce concept-là en 2006. L'inbound marketing, c'est à l'inverse du marketing un peu à la papa, du marketing traditionnel, du marketing push, du outbound marketing. De l'outbound marketing, exactement. L'inbound marketing, l'objectif principal, c'est d'attirer ses clients à soi. Par justement des contenus intéressants, des contenus experts, des contenus qui vont les éduquer, voilà. Donc une stratégie inbound marketing, c'est plein de choses, mais c'est aussi bien sûr du coup une stratégie de content marketing qui va alimenter sa stratégie d'inbound marketing, quoi. D'accord. Et donc c'est chez You Love Words, l'idée c'est tout au début en tout cas, c'est tu viens et tu vas leur apporter, tu vas faire venir à eux des leads, des clients. Exactement. Ce qui est une position, alors il y a un peu de risque quand même, mais c'est une position stratégique pour une boîte. Et tu le disais, ça a été vraiment, il y a eu un début de révolution. Il y a un super bouquin là-dessus qui s'appelle Predictable Revenue. Bien sûr. Voilà, je mettrai en lien de l'épisode. C'est un gars, je me souviens plus de son nom, mais qui est en gros... Aaron Ross. Pardon ? Aaron Ross. Aaron Ross, exactement. Ouais. Tu vois, on a les mêmes références, mon gars. Qui en gros raconte comment il a fait passer Salesforce, qui est un éditeur de logiciels aussi, de 10 millions de dollars de revenus à 100 millions de dollars. Et effectivement, il explique tout le process qu'il a créé pour faire rentrer finalement dans le cycle de vente en créant finalement aussi de la valeur et du contenu, qui est bien le sujet qui nous occupe. Et donc, a priori, tu as dû être successful puisqu'ils t'ont fait... ils ont estimé qu'à un moment, tu pouvais être directeur, tu pouvais être chef des gens, alors.
Ouais, tout à fait. Ouais. Grosse responsabilité, effectivement. Non, mais moi, je suis arrivé chez Hello World où à un moment où en fait le marketing était pas encore très structuré. Et moi, mon objectif, ça a été vraiment de leur apporter justement mes 4-5 années d'expérience, notamment du SaaS, hein, donc de la partie plutôt startup tech. Et effectivement, cette expérience-là. Mais parce qu'avant, ils les trouvaient comment, leurs clients? Alors, il y avait déjà quelques briques en fait d'une stratégie marketing, quelques contenus qui étaient publiés sur le blog, donc quelques leads entrants. Voilà, ils avaient déjà produit un premier livre blanc, des premiers contenus. Après, on va dire que la majorité des leads qui étaient générés provenaient en grande partie de l'événementiel, parce que l'événementiel est quand même malgré tout un canal toujours très très important. Je le pense vraiment, hein, le digital ne fait vraiment pas tout. Et puis après aussi, tu le sais, voilà, de la prospection commerciale pure, quoi. Aller démarcher, donc pas encore beaucoup de notoriété, de visibilité, d'inbound marketing à l'époque, mais déjà quelques premières briques, quoi. Ouais, après quand je regarde la liste de vos clients, alors BNP, AXA, Vinci, Apple, Orange, j'ai vu passer le PSG, il y a LVMH, il y a l'ESCP. Enfin voilà, oui. L'école de commerce, c'est du lourd, quoi. Ouais, tout à fait, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. Et est-ce que alors ça c'est pour essayer de convaincre tout le monde que le content marketing c'est un vrai truc. Dans les noms que j'ai cités là, ou tiens, Essilor, je vois Essilor qui passe. Est-ce qu'il y en a qui sont venus sur de l'inbound comme ça, sur du content marketing? Ouais, tout à fait. Je crois qu'effectivement, Essilor, c'est le bon exemple, puisque je crois qu'ils sont venus, justement, en ayant consulté un article, un contenu sur notre site. En fait, tout l'objectif de ce qu'on peut mettre en place en marketing, c'est d'éduquer, c'est de faire monter en maturité des directions marketing qui ont en fait identifié une problématique, un problème. Qui peut être, voilà, par exemple, je n'arrive pas aujourd'hui à suffisamment attirer de clients sur mon site. Ouais. Donc là, on est effectivement dans une logique plutôt inbound. Ou alors, je n'arrive pas suffisamment à faire que mes collaborateurs communiquent sur leur entreprise ou à communiquer suffisamment en interne. En fait, tu vas avoir vraiment plein de problématiques différentes qui sont des problématiques de communication ou de marketing. Et une fois qu'ils ont identifié ce problème-là, ces directions marketing ou communication vont commencer à rechercher des solutions pour répondre à cette problématique-là. Là où moi, je vais positionner le marketing de Hello World, c'est à ce moment-là. Ouais. C'est en leur disant... Hello World ou le content marketing, hein, parce que tu vas pas te dire dès le départ Hello World peut vous aider. Là, on est vraiment c'est contre-productif, ouais. Voilà, on est vraiment dans du marketing à l'ancienne et c'est ce qu'il faut. Enfin, je dis pas que c'est ce qu'il faut pas faire, mais en tout cas, c'est ce que je ne fais pas moi. Ça fait pas tout, hein, tout simplement, voilà. Exactement. Non, ce qu'il faut dans un premier temps, c'est leur démontrer que ce que nous on peut leur apporter grâce au content marketing, ça peut répondre à leurs problématiques, quoi. Donc dans un premier temps, moi j'essaie de leur prouver par nos contenus que le content marketing peut être la solution à leurs problèmes. Ça peut vous permettre de mieux communiquer en interne, ça peut vous permettre de générer plus de croissance sur votre site, etc., etc. Et une fois qu'ils commencent à être convaincus de cette pratique-là, on peut commencer à leur parler un peu de Hello World, de ce qu'on fait, de ce qu'on vend, de qui on est. Mais c'est toujours pareil, quoi. Tu ne peux pas, en fait, dès le départ, arriver en leur disant il faut travailler avec nous, c'est nous qui sommes les meilleurs. Expliquons d'abord déjà ce qu'on fait, quoi. T'as rien prouvé. T'es sur un positionnement quand même, un positionnement d'expertise. À un moment, et c'est cette valeur-là d'expertise que tes clients vont acheter. Je recommande à tous d'aller sur le site web de You Love Words /blog, parce que là, vous allez trouver pas mal de contenu super intéressant, et on est typiquement dans ton cœur de métier, hein. C'est-à-dire que c'est tout con, mais il y a un e-book qui s'appelle « Réussir sa stratégie de contenu sur Instagram ».
Eh ben, pour tous ceux qui s'intéressent au sujet, ben voilà, puis il est évalué, je crois, à 60 minutes de lecture, donc ça veut dire qu'il y a du vrai contenu, donc tu vois. Mais facile. Ouais, j'espère facile. Et tout l'intérêt, c'est que typiquement, si je suis intéressé par ça, hop, je m'enregistre chez toi et bingo, t'as mes coordonnées et derrière, ça peut chaîner sur apporter plus de valeur, questionner sur des besoins, etc., etc. Et pourquoi je disais la partie blog finalement est super intéressante? Parce qu'aussi, vous avez plein d'articles sur créer un calendrier éditorial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a pas mal de guides aussi. Un livre blanc sur le content marketing. Donc, si tout ce qu'on se dit là vous intéresse, vous pouvez aller télécharger ça. Justement, quand tu définis une stratégie, on va le rembobiner. Comment tu définis vraiment une stratégie de content marketing? C'est quoi les différents steps par lesquels on doit passer? Ouais, c'est une très bonne question et je pense qu'il y a un modèle type qui te permet de définir ta stratégie de content marketing. Après, ça peut être très différent en fonction de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Ça peut être aussi très différent si tu ne travailles pas dans une entreprise, mais que tu veux mettre en place une stratégie de contenu, ne serait-ce que pour toi-même, pour ta marque personnelle. Personal branding, ouais. Exactement, je vois de plus en plus de gens sur LinkedIn qui prennent la parole. LinkedIn est un réseau qui met beaucoup plus en avant le contenu qu'à une époque, et il y a du business à faire sur LinkedIn très clairement. Je connais des gens qui arrivent à en vivre, mais uniquement de ce canal-là, quoi. Donc c'est très intéressant, hein, des freelances qui ont une activité florissante uniquement grâce à leur profil LinkedIn. Donc voilà, que vous soyez freelance, indépendant, ou vous travaillez dans une entreprise, tout ça peut être très différent bien sûr, puisque finalement derrière tout ce qu'on va se dire, on en revient quand même toujours malgré tout à deux choses, quoi. C'est quelles sont les ressources que vous avez et les moyens, quoi. Est-ce que vous êtes tout seul? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous avez ou pas des ressources financières à mettre sur le contenu, quoi. Ouais. Après, j'en parlais succinctement tout à l'heure, hein. On peut faire du contenu avec très peu aujourd'hui, hein. On a tous des smartphones, on est tous capables d'enregistrer une interview, de filmer, voilà, on peut tous lancer un podcast demain. Alors c'est sûr les barrières à l'entrée sont pas très très fortes, ouais. Voilà. Alors après, bien sûr, on n'est pas tous Apple ou LVMH, on peut pas tous produire des contenus d'une telle qualité, mais on peut aujourd'hui quand même tous produire du contenu. Je m'égare un peu, mais c'est important de le préciser. Si je reviens du coup sur l'élaboration de cette stratégie vraiment de content marketing, moi mes conseils, c'est de déjà commencer en ayant une très bonne connaissance et de ses audiences, quoi, de sa cible. Je pense que la priorité, ça doit être celle-là. Ça doit être d'interroger ses potentiels clients ou ses clients actuels, d'identifier, on en parlait un peu, mais quelles sont leurs problématiques, leurs pains en marketing. Et ça, en fait, ça va vous permettre déjà d'établir les premières briques de votre stratégie de contenu, à savoir quels vont être vos territoires d'expression. En gros, c'est quelles vont être vos prises de parole, vos sujets, vos thématiques. Sur quoi est-ce que vous allez prendre la parole? Comment est-ce que vous allez vous adresser à eux? Donc vraiment bien identifier son audience, sa cible, ça c'est la priorité. Et après, dans un deuxième temps, je dirais quels sont vos objectifs, hein. C'est aussi simple que ça, mais est-ce que vous voulez générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Est-ce que vous voulez générer vos 10 premiers clients l'année prochaine? Est-ce que vous voulez je ne sais pas moi, passer dans le JT de TF1, ça peut être un objectif. C'est cool, ça. En fait, ça peut être sympa. Donc je pense que voilà, les premières étapes, c'est vraiment celle-là, c'est bien comprendre quelle est sa cible, à qui est-ce qu'on va s'adresser, définir quelles ressources est-ce qu'on a à sa disposition, et ensuite effectivement définir ses territoires d'expression, ses objectifs, et après une fois qu'on a ça, on peut rentrer vraiment dans le cœur du sujet, quoi.
comment dire, c'est une question de détail, je suis désolé de poser ça comme ça, mais tu le disais, c'est finalement assez facile de produire du contenu, quel qu'il soit d'ailleurs, écrit, vidéo, audio. En tout cas, les barrières sont faibles. Moi, une des problématiques que je vois aussi sur le podcast, c'est en fait la récurrence et la fréquence. C'est-à-dire que, ok, tu vois, c'est comme le fait de je monte sur une table, je gueule un bon coup, ok, ça a son petit effet, mais pendant 5 secondes. Derrière, l'idée du content marketing, c'est de s'installer dans le temps quand même. Ouais, tout à fait. Et là, tu soulèves un point important et je m'auto-flagelle d'ailleurs parce que j'ai mal répondu finalement à la définition du content marketing parce que là, voilà. Donc là, il manquait un mot, c'est ça? Exactement, c'est une stratégie de long terme qui consiste en la production et la diffusion de contenu régulièrement. Ouais. Et ça, voilà. Ça c'est un vrai challenge. Hein. C'est un vrai challenge. Parce que écrire un article ou faire un podcast, ok, ça va. Les premières fois, ça prend beaucoup de temps, mais le faire de manière récurrente, il faut des process, etc. On l'évoquait là juste avant sur l'exemple des articles, c'est un calendrier éditorial. Ouais. Enfin, c'est une sacrée charge de boulot. Hein. D'où tout l'intérêt de l'externaliser d'ailleurs, hein, by the way. Tout à fait, et je pense que toi mieux que personne effectivement comprend ce sujet, quoi. Un podcast, je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées à maintenir dans le temps. Il faut, tu le sais, je pense, hein, mais savoir se réinventer, avoir une ligne édito, parce que tu as une ligne édito, hein, unique puis différenciante, pour aussi attirer toujours plus, on va dire, d'auditeurs. Ouais, enfin ma ligne édito elle est moyennement claire. Hein. C'est apprendre. Mais bon. Ça, c'est une ligne édito, Ouais. Tu as ton territoire. Non, mais tu as ton territoire d'expression. Ta thématique, c'est apprendre effectivement, et c'est super, quoi. Et oui, la récurrence, la fréquence, c'est un vrai sujet. Mais après, tu vois, alors on n'est pas tous obligés, de faire des podcasts qui vont durer 1 heure ou 2 heures. Si déjà vous arrivez à sortir, si je prends l'exemple du podcast, hein, un épisode par semaine qui va faire peut-être 15 minutes, 20 minutes. Écoutez, c'est déjà super. C'est déjà super, et ça va vous permettre en fait de créer déjà votre audience, votre communauté, et des gens qui vont vous être en fait fidèles au fur et à mesure, quoi. Moi, mes podcasts favoris, c'est pas forcément des podcasts qui vont durer 1 heure ou 2 heures. Moi, il y a des podcasts américains que j'adore, où parfois en fait tu as un épisode qui va durer 7 minutes. Parfois 30 minutes, parfois 1h30. Ce qui est important, et là j'en reviens toujours à pour moi, l'une des choses les plus importantes dans le content marketing, c'est la qualité qu'on va mettre en fait sur son contenu, quoi. Si vous produisez un contenu de qualité, qu'il dure 15 minutes, 30 minutes ou 2 heures, c'est pas bien grave finalement. Si vous apportez de la valeur, ça reste le plus important. Ouais, je suis d'accord. Et tu vois, alors qualité, pour moi, il y a la notion de pertinence par rapport à la cible et par rapport à ceux à qui tu parles aussi. C'est particulièrement important. Justement, à un moment, il y a un moyen tu penses de calculer un ROI, parce qu'on l'a vu quand même, c'est pas forcément un investissement en matériel ou etc., mais c'est vraiment un investissement en temps et en matière grise. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à bien mesurer un ROI comme ça? Ouais, super question. Et là, pour le coup, c'est effectivement l'une des problématiques principales de nos clients, c'est comment est-ce que je calcule la performance de mes contenus, comment je mesure mon ROI. On en a fait un article, hein, d'ailleurs. Vraiment, c'est le sujet de cet article-là, c'est comment calculer mon ROI et mesurer la performance de ma stratégie. C'est difficile. Typiquement, le podcast, c'est vraiment pas, pour le coup, le meilleur des contenus pour réussir à calculer un ROI. C'est merdique, je te confirme.
Non, mais voilà, c'est un format audio dans lequel on n'a pas forcément zéro tracking. Enfin bon, c'est voilà, catastrophe. On n'a pas de tracking, on n'a pas de call to action, on n'a pas de lien qui vont renvoyer vers un autre contenu après avoir écouté un épisode. C'est clair que c'est un peu compliqué comme format. Pour autant, il y a plein d'autres formats qui existent. On s'est parlé du blog, on s'est parlé de livres blancs, d'e-book, ce genre de contenu-là. Pour le coup, là, si vous avez un écosystème de contenu et des outils en place pour traquer ces contenus-là, vous devriez être en mesure de pouvoir calculer votre ROI. Moi, ce que je dis souvent, ce qui est pour moi le plus important, c'est de définir des objectifs et des métriques qui sont les plus orientés business possible. À savoir, pour moi, un nombre de sessions, un nombre de visites sur un article, ce n'est pas c'est une KPI. Indication, mais pas un objectif. Voilà, c'est pas l'indicateur le plus pertinent. Moi, j'essaie toujours en fait est-ce que mes contenus aient toujours un objectif business et de revenus derrière, quoi. Aujourd'hui, moi, je suis capable de te dire, cet article-là, il a généré X euros de chiffre d'affaires. Parce que derrière, j'ai vraiment travaillé sur le tracking et la mesure vraiment de mes contenus. Là, en fait, on est en train de se parler d'attribution. L'attribution, c'est un sujet qui est complexe. Il y a plusieurs modèles d'attribution. On parle c'est beaucoup d'anglicisme. Mais on parle de first touch, de last touch ou de linéaire. En fait, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que il n'y a pas forcément de modèle d'attribution parfait. Par contre, il faut quand même, malgré tout, choisir son modèle d'attribution et après s'y tenir. Moi, typiquement, chez HelloWords, notre modèle d'attribution, c'est la first touch. Donc, la première interaction qu'un contact va avoir détermine le tracking que tu mets derrière, c'est ça? Exactement. C'est ça que tu t'appelles l'attribution, d'accord. Okay. Tout à fait, c'est exactement ça. Okay. Donc moi, aujourd'hui, si j'ai un contact demain qui travaille chez Orange et qui devient client, je vais pouvoir dire, OK, donc là, j'ai signé un contrat avec Orange qui me rapporte X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Ce contact-là, la première interaction qu'il a eue avec nous, c'est grâce à cet article-là qu'il a consulté. D'accord, ok. Et donc, je vais pouvoir dire, j'attribue ce gain-là, ce deal-là, à cet article-là. C'est pas un modèle d'attribution parfait, mais aujourd'hui, moi, c'est celui qui me correspond le mieux, parce que ce que j'ai envie de savoir, c'est quels sont les contenus qui ont après, du coup, généré des clients et du chiffre d'affaires. Ok. Justement, si on doit se poser la question, tu l'as dit, il y a plein de médias possibles. On a bien compris, il y a le mot au centre de tout ça. Ça, c'est bon. Aujourd'hui, quels sont, selon toi, les médias les plus pertinents sur lesquels se positionner? Médias au sens déjà écrit, audio, vidéo. Et puis derrière, éventuellement, on a évoqué LinkedIn. Mais il y a LinkedIn, Instagram, TikTok, tout le bordel. Écoute, en fait, pour moi, c'est... je ne fais pas une réponse de Normand. Je suis désolé, mais ça va être... ça dépend. Non, je vais m'expliquer, mais je peux pas te donner une réponse toute faite parce que effectivement, ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de votre audience. Mais c'est toujours pareil en fait. Quelles sont les habitudes de consommation de votre audience? Si votre audience elle est pas du tout sur LinkedIn, je peux pas vous dire aujourd'hui c'est le meilleur média pour vous être présent sur LinkedIn. C'est pour ça que ce que je disais au départ, c'est qu'il faut vraiment s'interroger sur sur sa cible, sur son audience et identifier notamment quelles sont leurs habitudes de consommation de contenu, quoi. Donc pareil sur les formats audio, vidéo ou écrit. Exactement. Si votre audience c'est une population de gens qui je ne sais pas, on va dire, qui vont s'informer uniquement via la presse écrite, et ben écoutez, en fait, c'est ça votre média, quoi. Et donc, dans ce cas, il faut développer du contenu pour ce canal-là, quoi. Par contre, voilà, si votre cible elle est présente sur TikTok,
forcément, il faudra au bout d'un moment que vous soyez présent vous aussi, quoi. Mais c'est pour ça qu'il est hyper important, en premier lieu, de se poser les bonnes questions et de se dire, voilà, quelles sont les habitudes de consommation de mon audience, quoi. Je suis un fan de Gary Vaynerchuk. Ça te parle ? Bien sûr, tout à fait. C'est quoi ta vision par rapport à ce qu'il peut dire, la manière... Alors, je sais même pas comment le qualifier pour ceux qui le connaîtraient pas. Allez voir, chercher sur Internet Gary V, G-A-R-Y-V-E-E. C'est un mec, voilà, en 2 secondes, il vous redonne la pêche à peu près sur n'importe quel sujet. Beaucoup sur le marketing en ligne, sur le content marketing aussi, parce qu'il en fait. Je sais pas combien il produit d'écrits, d'audio, de vidéos par jour. Mais justement, là, il pousse le truc à l'extrême. C'est quoi, toi, ta vision de professionnel par rapport à ce qu'il peut faire ? Ouais, alors Gary Vaynerchuk, effectivement, comment le décrire ? C'est déjà un personnage, ça c'est sûr. C'est un Américain dans tout ce qu'il a de plus américain. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui a une façon de parler qui est très particulière. Il est très cash. Voilà, il rentre dedans et il y a beaucoup d'énergie, on va dire. Moi, alors c'est quelqu'un qui est brillant, hein. Déjà faut pas, voilà, il y a un moment où faut être. Non, mais on peut mettre des bémols à son truc. Ouais. Complètement. On l'aime en fait, ce mec. Voilà, on l'aime ou on n'aime pas. Toujours est-il que c'est un mec qui est brillant, qui a fondé de nombreuses sociétés, qu'il a revendu et voilà, il s'est fait un paquet de pognon. Mais pourquoi effectivement il a réussi à faire ça ? Parce qu'il a une vision aussi du marketing qui est fondamentalement pour moi une bonne vision. Après, effectivement, la manière dont il l'exprime est particulière parce qu'il va vous rentrer dedans, quoi. Si vous regardez des vidéos de lui sur YouTube, je vous invite à le faire. Il y a certaines de ses conférences qui sont assez incroyables. Mais après, moi, ma vision, il y a notamment un article qui est assez connu de lui qui s'appelle, alors je sais jamais si c'est 62, 64, mais 62 pieces of content in a day, how to produce, et il vous explique en fait, voilà, comment est-ce que vous pouvez produire 60 formats différents de contenu en une journée. Alors tu te dis au départ, je vois pas comment je vais réussir. C'est un titre putaclic, ça. Ouais. Exactement, c'est ça, c'est tout à fait ça. Sauf que moi j'y crois vachement à ce modèle-là. C'est un modèle aussi qu'on appelle un peu la content cascade. C'est comment est-ce que en fait, grâce à un premier contenu phare, un contenu master, on va être ensuite capable de décliner une multitude de formats différents. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de super smart. C'est hyper smart et c'est hyper économique et franchement je vous invite vraiment à le faire parce que il faut vraiment pas réinventer la roue à chaque fois, quoi. En fait, tout à l'heure on parlait de livre blanc. Le livre blanc, c'est un contenu dense, un contenu expert, un contenu exhaustif sur un sujet. Généralement c'est sa thématique globale principale, quoi. Donc nous effectivement c'est le content marketing. On a le livre blanc du content marketing. Vous demain ça peut être ce que vous voulez, hein, peu importe votre sujet. Mais une fois que vous avez produit ce contenu-là, qui est un contenu qui va vous prendre du temps, de l'argent, etc., une fois que vous avez ce contenu-là, vous allez pouvoir le décliner en une multitude de formats différents. Vous allez pouvoir en tirer une citation, en faire un petit visuel sympa et l'utiliser pour vos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir enregistrer des extraits audio, des clips audio, des podcasts, interviewer quelqu'un que vous avez interrogé pour votre livre blanc sur un format effectivement audio. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Vous allez pouvoir faire plein de choses, utiliser peut-être des statistiques justement en visuel pour vos réseaux sociaux. Vous allez pouvoir faire des articles tirés de certains chapitres de votre livre blanc. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire et c'est là où sa vision, moi je la trouve excellente, quoi. C'est que on n'a pas besoin effectivement de créer de nouveaux formats, de nouveaux contenus tous les jours. On peut réutiliser ce qu'on a déjà et donc c'est très écologique aussi de penser comme ça. Content cascade, c'est ça ? Content cascade, ouais. Alors certains parlent de recycler ces contenus, ce qui est aussi un peu ça, quoi. Ouais, c'est un peu péjoratif. En fait, c'est plus l'exploitation d'un contenu de qualité. Exactement, c'est très bien dit. Est-ce que tu crois pas à l'emailing, mais à la newsletter? Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Non, moi je fais pas partie des. Je pense qu'il y en a pas beaucoup au final, mais
des gens qui pensent que l'email est un mauvais canal ou un canal qui dépérit de jour en jour. Au contraire. Et quand on pense aujourd'hui des business qui se montent uniquement sur de la newsletter, je pense à un mec comme Yohan Lopez, que vous connaissez peut-être, et je vous invite en tout cas à le suivre, qui a lancé sa newsletter sur les finances personnelles. D'accord. Alors moi je suis abonné, je la trouve passionnante. En fait c'est un business qui est uniquement à la base, il a fait d'autres choses après, il a développé sa communauté, mais en premier lieu il a créé une newsletter qu'il a monétisée. Voilà, où les gens s'abonnent tous les mois pour recevoir une newsletter de qualité. Là, ce qui est intéressant dans cette newsletter-là, c'est l'aspect éditorial finalement. Mm-hmm. C'est une newsletter, mais assez complète, quoi. C'est quelqu'un qui va passer des heures et des heures à rechercher de l'information pour après la digérer dans une newsletter qu'il va vous envoyer, quoi. Donc il y a un effort de curateur qui est assez incroyable, et en fait il va pouvoir envoyer à ses abonnés de l'information de qualité, et nous on va s'abonner pour pouvoir recevoir de l'information de qualité, parce que nous on va pas forcément avoir 10 heures par jour à s'informer sur ce sujet-là, quoi. Et donc ça, c'est basé sur un outil qui s'appelle Substack, qui est une entreprise qui a un peu réinventé la newsletter, quoi. Et il y a de plus en plus de gens qui créent leur newsletter personnelle et qui créent en fait leur communauté. Parce que ça te permet aussi de la vendre quelque part, c'est ça? Ouais, aussi. Tout à fait. En fait, si tu veux, tu as une vraie logique d'abonnement, quoi, mensuel, où tu peux demander à tes abonnés 5, 10, tu mets le montant que tu veux, euros par mois, pour recevoir une fois par semaine, 2 fois par semaine, ta newsletter. Compris. Ça implique effectivement un contenu hyper qualitatif. Dans la série des newsletters hyper qualitatives, je vous invite, je mettrai le lien dans la description, à vous inscrire à la newsletter de La Colle, puisqu'il y en a une qui sert principalement à dire tiens, il y a un nouvel épisode qui sort avec le descriptif de l'épisode. Il y a un mot que moi je vois passer régulièrement. Très honnêtement, je ne le comprends pas complètement. Donc, comme j'ai un pro sous la main, je vais en profiter. C'est quoi le copywriting? Parce qu'en plus de ça, j'ai vu 15 mecs me proposer des formations en copywriting. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'est le copywriting. Ouais, alors c'est assez simple. C'est l'art de vendre. C'est l'art de vendre par l'écrit. Ok, compris. Ouais. Et donc, il y a des méthodologies, il y a des trucs... Ouais, exactement, tout à fait, mais comme... mais c'est le truc AIDA, par exemple. Alors, AIDA est une technique, effectivement, de copywriting. Il en existe beaucoup d'autres. Alors d'ailleurs, moi, je vais faire un peu de pub. On a un article sur le blog de Hello Words sur le copywriting. D'accord. Là encore, un article hyper dense, hyper complet, je l'espère, qui, normalement, vous explique de A à Z ce que c'est que le copywriting. Pour moi, le copywriting... c'est la meilleure arme du marketeur aujourd'hui. Parce qu'on a beau avoir la meilleure segmentation, le meilleur ciblage, la meilleure audience, ce qui est le plus important dans tout ça, c'est comment est-ce que tu vas réussir à vendre grâce à ce que tu vas écrire, quoi, finalement. Parce que quand tu vas, on parlait de newsletter, mais quand tu vas envoyer une newsletter, si ton objet il n'est pas clair, il n'incite pas ton destinataire à ouvrir le mail, ou si après ton email n'incite pas à cliquer vers un lien, finalement tous tes efforts... là aussi, il y a une cascade à faire et à créer. Exactement. Et le copywriting, c'est la meilleure arme du marketeur aujourd'hui. Par les mots, ça te permet de convaincre, d'inciter à convertir, à cliquer sur un lien, à souscrire, à acheter, etc., quoi. Bah écoute, tu me verras passer dans dans ton tracking le guide ultime du copywriting en 2021. Il y aura moi dans le lot, parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant, et je pense effectivement qu'il demande de développer une vraie expertise. Au-delà, alors ça va être une question un peu à la con, excuse-moi. Si tu avais 5 tips and tricks sur le content marketing, ce serait quoi? Ouais, alors... Tu confirmes, c'est une question à la con? Non. Si, vu ta tête, je le vois.
Non, il y a pas. Alors, vous pouvez pas voir ma tête, ceux qui écoutaient en ce moment. Mais non, au contraire. Et je vais pas te faire une réponse à la con. Je vais te faire une réponse, je pense, la plus intelligente possible. Ouais. Alors, 5, je te laisse noter si je t'en donne bien 5. Mon premier, ce serait de démarrer le plus tôt possible à faire du contenu. Ne pas attendre. Voilà, ne pas attendre, et c'est pas parce que vous avez pas les moyens, la meilleure caméra ou je sais pas le meilleur micro, etc., que vous ne pouvez pas faire du contenu. Encore une fois, on a tous, plus ou moins tous, des smartphones désormais, avec lesquels on peut enregistrer. Vous savez, j'imagine à peu près en majorité tous écrire, donc on est tous capables finalement de produire du contenu. On peut, dans une entreprise qui n'a pas forcément beaucoup de budget, aller interroger un chef de projet ou le directeur ou je ne sais qui, mais voilà, commencer à créer, à produire du contenu. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est démarrer le plus tôt possible. Mon deuxième conseil, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la régularité. Ouais. C'est surtout ne pas baisser les bras et continuer, parce que les résultats viendront pas tout de suite. Mais il faut pas se dire qu'effectivement, parce qu'on n'a pas de résultats les 2 premiers mois, les 6 premiers mois, qu'il faut arrêter. Au contraire, il faut continuer. Les 6 premiers mois. Parfois, c'est hyper long, 6 mois. C'est très très long. Okay. Mais on produit aussi du contenu pour soi-même. Moi, je sais que j'apprends énormément grâce au contenu que je produis. Enfin, alors, c'est pas moi qui le produis, mais pour YouLoveWords, quoi. Tu parlais tout à l'heure du guide pour Instagram. On sort d'ailleurs aujourd'hui là en cette fin novembre notre guide justement sur LinkedIn. Et je vous invite tu vas le voir là aussi. Ben écoute, je te l'envoie juste après notre échange. Cool. Voilà, c'est un nouveau contenu qu'on vient de sortir. Voilà, encore là quelque chose d'assez complet, 70 pages. Hein, je pense que c'est assez dense. Mais c'est vrai que ça t'oblige toi à prendre du recul, à essayer de synthétiser un certain nombre de choses. Donc intellectuellement c'est super intéressant et tu te construis aussi comme ça. Ouais, tout à fait, bien sûr. Mon deuxième conseil, je dirais, alors je sais plus, je suis c'est le troisième. Là. C'est le troisième. C'est de constamment s'informer. Donc on en parlait tout à l'heure, mais lire. Écrire, écouter des podcasts, regarder des vidéos. Enfin, moi, j'essaie de continuer à apprendre au quotidien autant que je peux, quoi. Enfin, je pense qu'on est jamais à 100% de ses connaissances et de ses compétences, quoi. Et vraiment, je pense que c'est toujours chercher à être meilleur, à s'améliorer. Tu parles à un mec qui a mis en sous-titre de son podcast apprends comme si tu devais vivre toujours, hein, donc. Ça me parle. Je ne peux pas dire mieux que ça. Voilà. Donc là, on doit être à 3 ou 4. Ouais, 3, 4. Non, le quatrième. Le quatrième, écoute, je pense qu'il ne faut pas hésiter à être innovant, à tester de nouvelles choses et pas se mettre de limites, quoi, et de barrières, quoi. Ouais. Moi, typiquement, complètement à côté de la plaque sur tout ce qui est TikTok, quoi. J'avoue que je ne comprends pas à la base ce réseau-là, et je me suis dit c'est pas possible en fait, je ne peux pas être marketeur et pas comprendre, quoi. Oui. Il y a 800 millions de personnes qui sont inscrites sur TikTok, c'est pas possible, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un bouquin voilà sur la génération TikTok. Très bien, il avait l'air très bien en plus ce bouquin, il l'est pour l'instant, j'en plane dedans. Je vous redirai après si c'était vraiment un livre de qualité. Mais voilà, j'ai commencé un peu à m'informer sur le sujet et en fait c'est passionnant, et j'ai fait mon premier TikTok là la semaine dernière et ça fonctionne plutôt pas mal. Je te rejoins là-dessus sur plusieurs points. TikTok n'est plus le réseau des jeunes filles de 12 ans qui dansent devant la caméra, parce que il y a plein de contenus plutôt de très bonne qualité. Alors c'est vrai que c'est des contenus courts, etc. C'est un process hyper addictif. Mais moi, ça m'arrive. Enfin, j'ai 50 berges. Je passe des soirées sur TikTok. Donc voilà, il y a pas mal de choses et avec une puissance de feu. C'est vrai que on le fait pour l'école. Là, on publie des TikTok.
et le truc, il va être vu 10 000, 20 000. On a même un étudiant qui fait des reach à 1 million de vues, quoi. Cette plateforme, elle a ça d'extraordinaire, c'est que tu peux être complètement inconnu et sortir un truc avec 1 million de vues. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est ça qui est incroyable, et c'est pour ça que voilà, il faut pas hésiter à se lancer sur des sujets, des formats de contenu qui à la base vous parleraient pas forcément, mais encore une fois, il faut se lancer, il faut pas avoir peur, quoi, et après il faut être régulier, quoi. Même ça peut être partager du contenu sur LinkedIn, quoi, et comme je le disais tout à l'heure. Il y a des gens qui au début commençaient à rédiger des posts LinkedIn, ça prenait pas forcément, mais petit à petit ils ont commencé à avoir une communauté qui les a suivis, et puis au fur et à mesure ils ont commencé à finalement générer du business, quoi, grâce à ce canal-là, quoi. Donc s'il y a quelque chose qui vous, en fait, il faut aussi prendre du plaisir, quoi. Donc ça, ce serait peut-être mon dernier conseil. Ouais, voilà. Mais tu recycles un peu, mais ça va. Comme 5e conseil. Je suis un peu, tu vois, je te le fais un peu à l'envers, mais bon, finalement, c'est une bonne façon de clôturer. Non, je dirais que faut kiffer un peu, quoi, et si votre kiff c'est faire un podcast, go, faites-le, quoi. Je pense qu'on n'est jamais meilleur que quand on prend du plaisir à faire quelque chose. Et si vous vous emmerdez à rédiger ou à faire des choses qui vous plaisent pas et que vous prenez pas de plaisir, vous les ferez mal. Donc ne le faites pas. Faites de la vidéo, faites de l'audio, faites je ne sais quoi. Mais il faut prendre du plaisir, quoi. T'as complètement raison. Et ça me permet une transition. Qu'est-ce qui fait justement que quand on est chez You Love Words, on est bien dans ses pompes? C'est quoi la particularité? Tu vois, on parlait d'ADN tout à l'heure. C'est quoi le truc chez vous? Alors, ta question a été coupée. Juste après, qu'est-ce qui fait que chez You Love Words, j'ai eu un bug, j'ai pas eu du tout le son. Ah d'accord. Si tu veux. C'est pas grave, attends, je vais te refaire. Qu'est-ce qui fait que chez You Love Words, on est bien dans ses pompes et que c'est quoi l'ADN, quoi, voilà. Ouais, alors c'est une super question. Bah ouais, c'est l'instant promo là. Non, You Love Words, moi j'ai tendance à définir l'entreprise comme un grand terrain de jeu dans lequel, alors terrain de jeu ne veut pas dire que c'est la cour de récréation. Ouais. Attention, on est quand même une entreprise qui a des objectifs financiers à atteindre. Voilà, donc on n'est pas là non plus pour une performance économique à un moment à trouver, ouais. Forcément, mais non, ce qui fait qu'on y est bien, je pense que déjà c'est sans vouloir faire effectivement trop mettre en avant mon boss, mais c'est un peu la vision que peut avoir le fondateur de l'entreprise qui fait ou pas que une entreprise on s'y sent bien, quoi. Après moi j'ai travaillé dans 3-4 entreprises, il y en a certaines dans lesquelles j'étais pas forcément aussi à l'aise que je le suis aujourd'hui, parce que je pense que c'est aussi très lié à la personnalité, en fait, des gens avec lesquels on travaille, quoi. Et chez You Love Words, il s'avère que on s'y sent bien aussi parce que il y a ce climat de bienveillance, il y a cette façon aussi de pouvoir. Il y a de l'empowerment, c'est typiquement. Ouais, exactement. Tu portes là et partout ailleurs, mais tu portes toi la société, voilà. Tout à fait. J'allais y venir. Je pense que le fait de pouvoir avoir des responsabilités d'ampleur. Ouais. Je trouve que c'est hyper important et c'est ce qui fait aujourd'hui que moi je préfère travailler dans des entreprises comme celle-là plutôt que dans des grosses boîtes, dans des grands groupes dans lesquels moi je me sentirais à l'étroit, étriqué. Je pense que je ne pourrais pas, tu parlais tout à l'heure de déployer ses ailes. J'aurais l'impression d'être un peu trop à l'étroit, quoi. Dans des entreprises comme des startups, quoi, on peut généralement être sur plein de sujets différents, apprendre au quotidien, avoir des responsabilités qu'on n'a pas forcément à cet âge-là, on va dire, assez jeune, quoi, post-master, post-diplôme, quoi, post-école. Et donc ça, aujourd'hui, moi, c'est ce qui fait que je m'éclate, quoi. Comment on fait
pour encaisser la charge, parce que alors il y a les collaborateurs de You Love Words, mais a priori tu dois pouvoir couvrir un scope encore plus large. Il y a beaucoup de freelancers ou d'indépendants là-dedans. C'est des choses que vous intégrez vous dans votre modèle ou pas? Ouais, tout à fait. Alors, je pense que l'avantage aussi qu'on a chez You Love Words, c'est qu'on a énormément travaillé sur notre méthodologie, sur des process qui font qu'aujourd'hui la société est capable de travailler sur ce qu'on appelle des content factory. Donc, typiquement, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une content factory? C'est réussir à produire beaucoup régulièrement, mais tout en maintenant le même niveau de qualité. D'accord. Donc de produire bien, beaucoup et vite. Tu industrialises. Exactement, tu industrialises. Comment est-ce qu'on arrive à industrialiser? Comment est-ce qu'on arrive à produire des centaines et des centaines de contenus pour certaines marques? C'est parce que vraiment c'est ça, pour moi c'est la méthodologie, les process qui font, et même je pense que individuellement c'est comme ça aussi qu'on peut être meilleur. C'est en identifiant bien quel est le cadre et en respectant ce cadre-là, en y mettant des process. Moi je pense que les process permettent à un individu de favoriser sa créativité. Les process ne limitent pas la créativité, pour moi, bien au contraire. C'est justement parce qu'on a un cadre, qu'on a des règles, qu'après, on est capable de se dire, OK, alors là, je peux aller dans cette direction-là ou dans celle-ci. Mais ça, pour moi, c'est super important, quoi. Clairement. Écoute, il y a une baseline à un moment sur le site qui est « We are champions of the worlds ». Donc, pas The World, mais The Worlds. Je trouve ça joli. Et voilà, j'invite tous ceux qui s'intéressent à ça, qui manquent de ressources, qui ont besoin d'être accompagnés, à contacter Alexis. Et tu vas pas y couper. Il y a maintenant la série des 7 dernières questions de la colle. Est-ce que tu es prêt ? Je suis né prêt. C'est joli. Ah si, peut-être avant ça, justement, si on veut te contacter, alors il y a le site web, je mettrai le lien. LinkedIn, a priori. Ouais, tout à fait, complètement. 100% LinkedIn. C'est d'ailleurs comme ça qu'on est rentré en connexion. Tout à fait. Alexis, dis-nous, quel est ton... En plus, pour un spécialiste des mots, c'est parfait. Quel est ton mot préféré ? Alors, je te dirais meule. Ok, il va falloir m'expliquer. Non, c'est un petit clin d'œil à quelques personnes chez You Love Words. Donc c'est une private joke, mais meule 10 fois, quoi. Voilà. Bon, peut-être que ce sera pour un bonus. Alors une meule, il y a la meule de foin, etc., etc. Mais pour moi, de mes jeunes années, une meule, c'est une 103 SP, c'est-à-dire une mobilette. Alors non, écoute, nous, on a défini ce terme plutôt par la meule. Chez nous, c'est plutôt la fête, l'apéritif, voilà. Festif, voilà, donc c'est plutôt festif. Donc je te répondrai meule. Ok. Le mot que tu détestes. Alors j'ai galéré, franchement, honnêtement, à trouver des réponses, mais je te répondrai management. Ah, c'est marrant ça. Mais on sent un esprit de liberté chez toi. Non, mais c'est intéressant. Puis c'est intéressant en termes de culture de boîte. Je pense que t'es bien là où t'es parce que justement, you are empowered. Il y a que des anglicismes qui me viennent, mais t'es in charge, quoi, et pleinement. Ouais. Et voilà, donc je comprends que dans ces environnements-là, on puisse s'épanouir. Tout à fait. Enfin, ce qui me plaît pas dans ce terme-là, c'est que pour moi, c'est un mot qui est de plus en plus galvaudé. Ouais. Et personnellement, je ne me considère pas comme manager. En tout cas, je ne vois pas. Je ne me vois pas accompagner mes équipes, les gens avec lesquels je travaille, comme quelqu'un qui va les manager. Moi, je vois vraiment mon rôle. Alors, c'est un autre terme qui peut-être te déplaire à certains, mais qui est plutôt celui d'un coach. Alors, parfois, on peut aussi dire leader, mais pareil, leader, ça veut tout rien dire. Je vois pas comment je pourrais dire que je suis quelqu'un qui est leader, mais en tout cas, moi, moi, je me vois plutôt comme un coach, quoi. Un peu comme dans les sports collectifs, quoi. Moi, mon objectif, c'est que les gens avec lesquels je travaille, on est une équipe. Et on a un objectif qui est commun à cette équipe-là, quoi. Ouais. Que ce soit dans les sports co, gagner un match,
Là, je pense que c'est pareil dans une entreprise, quoi. On a des objectifs, c'est de faire, je sais pas, tel objectif de chiffre d'affaires. Bah, très bien. Comment est-ce qu'on va atteindre cet objectif-là? Bah, on va mettre en place telle stratégie, telle tactique. Et moi, mon rôle aujourd'hui, c'est plutôt de coacher ces gens-là pour les aider à atteindre leurs objectifs personnels, professionnels, bien sûr. Mais je me vois pas comme quelqu'un qui va manager, quoi. C'est pour ça que j'aime pas ce terme. Pourtant, c'est un peu tout ça, tout ce que tu viens de décrire, le management. Mais ouais, ça commence à avoir une connotation un petit peu négative. Puis derrière, on a tous l'idée du manager chez Fayon, etc. Enfin, bon, allez, le son, le bruit que tu aimes. Alors, moi, je te répondrais les musiques électroniques. D'accord. Donc c'est pas un son ou un bruit particulier, mais je suis aussi disque jockey à mes heures perdues, s'il en reste parfois, et voilà, avec une grosse affinité pour les musiques électroniques. Donc. Ok. Écoute, à l'occasion, je t'inviterai au 7 électro à Orléans, qui est un truc. C'est 30 000 personnes, un truc de fou furieux, pendant les fêtes de Jeanne d'Arc. Voilà, ce sera l'occasion de se voir dans la vraie vie. Rendez-vous est pris. Le son ou le bruit que tu détestes? Alors là, pour le coup, j'ai un avis très tranché. Je dirais les klaxons de voitures. Ouais. Parce qu'en habitant à Paris, je t'avoue que... Je suis sûr qu'il y a un business derrière ça, parce que t'es pas le premier et t'es certainement pas le dernier. Tu vois, les motos qui démarrent, etc. Il y a un truc, je sais pas quoi, enfin, en tout cas, les casques anti-bruit, tu vois, les casques Bose, etc. Je pense qu'il y a un vrai truc. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Très bonne question. Écoute, en bon français, je ne dérogerai pas au bon vieux putain, ouais. Qui est un grand classique, mais qu'on aime, quoi. Ouais. Puis c'est un putain qui peut être fâché ou heureux. Qui peut dire plusieurs choses, quoi. Exactement. Protéiforme. La citation que tu aurais aimé prononcer? Alors, je voulais pas te sortir une citation d'intellectuel que je ne suis pas, en allant fouiller chez Voltaire ou je ne sais qui. Le guide des 3000 citations à connaître en business. Exactement. Donc, je veux pas paraître plus intelligent que je suis. Donc, plus qu'une citation, c'est plutôt une phrase qu'on m'a dit, que l'un de mes anciens justement managers m'a dit et qui m'est resté et à laquelle je pense du coup souvent parce que elle drive un peu mes réflexions de mon quotidien. C'est il faut savoir choisir tes combats. Ouais. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et en fait, cette citation-là, cette réflexion-là, quand vraiment on y pense, c'est méga important, quoi. Parce qu'on peut pas être présent sur tout, et on peut pas se battre pour tout et n'importe quoi. Et il faut savoir dans la vie choisir ses combats. Et voilà, ça me faisait plaisir de la partager, quoi. Ouais, c'est joli. Alors c'est aussi intéressant parce que tu vois, tu dis que ça vient d'un de tes managers précédents. Versus le mot que tu détestes, management, etc. Comme quoi, un manager, ça peut avoir un impact positif. Bien sûr. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire? Alors, très bonne question. Alors, si Dieu est un peu drôle, j'aimerais qu'il me raconte un peu une blague salace ou... peut-être une blague un peu limite, quoi, un peu border. D'accord. Je me dirais, ok, ce mec a de l'humour, c'est parti, quoi. Voilà. Espérons qu'il ait de l'humour, en effet. Ok, écoute, c'est parfait. Alexis, je te remercie beaucoup parce que on était vraiment dans ce qui fait la colle, c'est-à-dire découvrir des choses, apprendre des choses, des meilleures, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, ça donne plein de pistes de réflexion. Honnêtement, il y a quelques heures de lecture à aller chercher sur votre site web. Et sait-on jamais, peut-être que ça générera du business. Donc, un grand merci de ton temps, Alexis. Et comme dit, on se donne rendez-vous au 7 Électro à Orléans. Écoute, le rendez-vous est pris et merci beaucoup à toi. J'ai trouvé notre échange hyper intéressant et j'espère que tes auditeurs auront pris autant de plaisir à nous écouter que moi j'en ai pris du coup à échanger avec toi. Et effectivement, n'hésitez pas à aller consulter nos moultes articles. Je pense que c'est l'objectif, pour moi, c'est vraiment d'apporter un savoir, une connaissance sur tous ces sujets qu'on vient d'aborder. Et on vient d'ouvrir aussi notamment là une formation sur le content marketing qui est gratuite et qui est en vidéo
Donc voilà, si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à... Tu génères de l'inbound là encore. Mais c'est la démonstration par l'exemple. Hein. Voilà, parfait. J'essaie de terminer avec un call to action pertinent. Ouais, c'est bien, mais c'est exactement ça. Enfin, voilà. Rien de plus à dire. Merci beaucoup, Alexis. Bye bye. Merci beaucoup à toi, Pierre. Ciao. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.